Connaissez-vous le théâtre? Cet art qui en épate plus d'un et qui n'arrêtera jamais d'épater. Mais savez-vous qu'il y a une autre forme de théâtre que peu de gens connaissent? Je parle bien de l'improvisation. Si vous ne connaissez pas encore ce sport théâtral, ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, on va voir ou revoir les bases de l'improvisation. Mais on s'entend, un documentaire où est-ce que c'est juste moi qui parle devant une caméra comme ça doit être long comme pas possible. Fait que c'est pour ça que je vais aller interviewer des personnalités connues du public comme Yvan Ponton ou même Pierre-Luc Funk. Mais hop, pas tout de suite. Avant ça, faut revoir les bases. L'improvisation a un déroulement très particulier. Avant le début du match, on accueille chaque joueur de l'équipe, un par un, avec des applaudissements chaleureux. Par contre, il y a toujours un trouble fin. L'arbitre, on l'aime pas pantoute. Fait que c'est pour ça que, pour respecter son statut social, on l'a eu du plus fort qu'on peut. Avant chaque impro, l'arbitre lit la carte. Puis, les joueurs ont 30 secondes de caucus pour déterminer ce qu'ils vont faire pendant l'impro. À la fin de chaque impro, l'arbitre donne les punitions si nécessaire et le public vote à l'aide de cartons de couleur. La carte, c'est comme le titre et le genre de l'improvisation. C'est ce qui va donner l'inspiration et les contraintes aux improvisateurs. Elle comprend la nature, la catégorie, le thème, le nombre de joueurs et le temps. Ça n'a pas besoin d'être dit dans cet ordre-là, mais ça doit être tout présent. La nature, comme je l'ai déjà dit, elle peut être mixte ou comparée. Désolé si je me répète. Une nature mixte, c'est quand un ou plusieurs joueurs de chaque équipe vont jouer ensemble. Et comparé, c'est quand une équipe va passer après l'autre. Il existe beaucoup de catégories très variées. C'est sûr que si je vous dis auditive, ça vous dit rien pantoute. Mais je vais vous expliquer les plus jouées. Lorsqu'il n'y a pas de contrainte, on appelle ça une libre. Pendant une libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux chanter, tu peux mimer, tu peux même faire des bruits. C'est la libre que la majorité des joueurs préfèrent. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Maintenant que je vous ai expliqué c'était quoi une libre, passons aux catégories un peu plus le fun. Une à la manière de, c'est lorsque l'arbitre décide du style de l'impro. Ça peut être à la manière de Céline Dion, comme ça peut être à la manière d'un jeu de société. C'est très varié. Une auditive, c'est ce que j'ai dit plus tôt, c'est lorsque le joueur peut pas bouger. Il peut juste parler et utiliser des expressions faciales pour communiquer ce qu'il fait pendant l'improvisation. Une doublage américain, c'est très drôle. Parce qu'il y a un personnage qui fait les actions et il y a un personnage qui parle pour le personnage qui fait les actions. Des fois, ça peut donner des situations assez loufoques. Puis, pour finir, une mimée. Une mimée, c'est quand le joueur n'a pas le droit de faire de bruit ou de parler. Donc, il utilise juste les mimes. Le thème, c'est comme le titre de l'impro. C'est sur quoi toute l'improvisation, ou presque, va se baser. Là, on rentre dans la job plate de l'arbitre, les punitions. Les punitions sont là pour s'assurer du bon fonctionnement du match. Mais il existe des ligues ou des clubs qui n'ont pas de punition. On va en parler un peu plus tard. Cabotinage. Ça, c'est quand un joueur fait un punch juste pour faire rire le public. Il essaie de s'emmagasiner le point, souvent contre l'improvisation. Les rudesses, on les voit surtout en mixte. C'est quand un joueur impose le personnage, la situation, et ou lorsqu'un joueur est trop physique, comme par exemple quand il tue quelqu'un sur l'improvisation. Un décrochage, c'est quand un joueur rit ou sort de la trame instaurée par les autres improvisateurs. Elle peut être aussi décernée quand une réaction est surjouée ou sous-jouée. Un retard de jeu, c'est quand la situation met trop de temps à s'instaurer. L'improvisation va devenir longue et l'effet déclencheur ne va juste pas arriver parfois. Un irrespect de la carte, c'est lorsque le nombre de joueurs, le thème ou la catégorie n'est pas respecté par les joueurs qui jouent sur l'improvisation. Un cliché, c'est quand une idée est reproduite trop souvent et ou qu'elle n'est pas originale. Un accessoire illégal, c'est lorsqu'un improvisateur utilise un accessoire qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Oui, il existe des catégories où est-ce que tu as le droit d'utiliser des accessoires, mais lorsque tu n'as pas le droit, c'est un accessoire illégal. Une confusion,
C'est lorsque la situation devient trop confuse et qu'on n'arrive plus à suivre ce qui se passe sur l'improvisation. Un manque d'écoute, c'est lorsque le joueur n'écoute pas les propositions de l'autre et qu'il fait l'inverse. Il existe plusieurs types de joueurs. Chacun a un style de jeu propre à lui. Mais si on a une équipe avec juste un type de joueur, ce ne sera pas fameux. C'est comme avoir une équipe avec juste des gardiens. On n'ira pas bien loin. Donc, voici les types de joueurs. Le joueur constructeur, lui, il va pousser l'impro plus loin. Lui, il considère son improvisation comme un film, avec un début, une fin, des péripéties et un élément déclencheur. C'est souvent lui qui va permettre aux joueurs méta de cabotiner. Le joueur idéologiste, tant qu'à lui, c'est souvent celui-là qui va mettre les idées sur la table pendant les caucus. Lui, il va leader les 45 premières secondes de l'impro, puis il va laisser le lead à son coéquipier. Le joueur support, lui, il va souvent faire les troisièmes entrées le 3/4 du temps. Lui, s'il voit que les joueurs moteurs vont mal, il va venir poser son idée sur la table et quand le moment est propice, il va partir dans l'improvisation. Pour finir, il y a le joueur méta. Le jeu méta, on ne considère pas ça comme un vrai bon jeu. C'est surtout pour faire rire le public et essayer de s'emmagasiner des points. C'est souvent le joueur méta, malheureusement, qui va se prendre les punitions pour le cabotinage. Mais il n'y a pas juste des types de joueurs, il y a aussi des styles de jeu. Et les voici. Le jeu verbomoteur, c'est un jeu avec beaucoup de dialogue. Ça va être des je parle, tu parles, moins de jeux physiques. Il va sûrement construire ce personnage sur son antécédent, qu'est-ce qu'il a vécu avant. Le joueur physique, tant qu'à lui, c'est un joueur qui va surtout utiliser les éléments de décor imaginaire. Ces personnages vont être construits par rapport à leur démarche, leur manière d'agir. Le dernier type de jeu, c'est le jeu psychologique. Ces impros vont souvent être très émotives et tu vas être capable de les ressentir. Ces personnages sont souvent basés sur des émotions. Là, vous connaissez l'impro, comment ça marche et les principes de base. Mais est-ce que vous savez, ça vient d'où? En fait, l'impro, c'est québécois. Eh oui, c'est Robert Gravel qui l'a inventé en 1976. Quand il pense, c'est vieux de 49 ans. À la base, Robert voulait s'inspirer d'un jeu de société pour faire ce sport. Après avoir essayé le Monopoly, eh oui, le Monopoly, et il s'est dit que ça allait mal marcher. Étant fan de baseball, il s'est dit qu'il allait essayer avec les sports. Et c'est là qu'il a trouvé l'idée de se baser sur le hockey. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le décorum d'un match d'impro, ça ressemble beaucoup à un match de hockey. Du chandail des joueurs et de l'arbitre, jusqu'à la patinoire, où est-ce que les joueurs jouent, en passant par l'affichage des points. Le premier match s'est joué le 21 octobre 1977. Et les joueurs étaient Robert Gravel, Yvon Leduc, Anne-Marie Laprade et Pierre Martineau. Yvan Ponton se fait par la suite inviter par Robert Gravel pour jouer le rôle de l'arbitre et Pierre Martineau devient maître de cérémonie. L'impro a commencé à être popularisé au Québec, puis s'est tranquillement introduit dans le monde francophone. Depuis, plusieurs ligues dans plusieurs pays se sont formées, comme par exemple en Espagne. Bon, là, c'est le moment fun du documentaire. C'est là où est-ce que je vais vous montrer que moi, j'allais rencontrer des personnalités québécoises assez connues, puis pas vous. Prenez-le pas mal, c'est des blagues. Bon, on y va. J'ai mentionné le nom d'Yvan Ponton plusieurs fois pendant que je parlais des origines. Mais est-ce que vous savez c'est qui? Yvan Ponton, c'est rien de plus que le plus grand arbitre d'improvisation. Dites-vous qu'il a arbitré des matchs d'impro du début jusqu'à maintenant. Son personnage d'arbitre est sévère et inflexible. Si jamais t'es pas content avec une pénalité, c'est mieux de le garder dans ta tête parce que sinon, il va te remettre dans tes bottines. Il a aussi commenté le tennis à RDS et joué dans plusieurs films et séries. Il a aussi déjà arbitré des matchs de hockey. Donc pour lui, l'arbitrage, c'était rien de nouveau. Je vais vous montrer quelques extraits de mon entrevue avec lui.
C'est quoi qui vous a fait découvrir l'impro? Qu'est-ce qui vous a... Ben, c'est quoi ou qui vous a fait découvrir l'impro? Franchement, c'est le créateur du jeu de la LNI, de la Ligue nationale d'improvisation. C'est Robert Gravel, avec qui j'étais vraiment bon ami. On a fait notre cours d'école de théâtre ensemble, donc on passait plusieurs heures ensemble. Et puis, lui, c'était un fou d'improvisation et il voulait absolument relier l'improvisation à des jeux. Donc, je sais que sa grande démarche avait été d'improviser à la façon du Monopoly, par exemple. Puis, bon, ça fonctionnait pas vraiment, il n'a pas insisté là-dessus. Puis à un moment donné, je me rappelle de ce jour, il dit, ben, écoute, on va improviser, il va y avoir une patinoire, il va y avoir 2 équipes, un maître de cérémonie, un arbitre, et tout. Donc je voyais tout de suite que lui, là, il venait de se baser sur le hockey. Et puis, et ça a fonctionné, ça a vraiment fonctionné. Et d'autant plus que le hockey, ben, je dis, ça nous appartient, c'est canadien, c'est québécois. Et puis aussi, ce qu'il a ajouté, c'est qu'au hockey, ben, on score des buts. Et donc, la manière de scorer des buts pour le jeu de Gravel, ben, c'était d'impliquer le public. Et quand tu vas à un théâtre classique, le public n'est pas impliqué. Il peut réagir, puis il va y aller de ses applaudissements à la fin. Mais là, le public intervenait à chacune des improvisations, faisait avancer le score. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu ce jeu-là. Donc, c'est de façon que j'ai connu aussi l'improvisation. Et petit à petit, ben, avec toutes les facettes d'improvisation, mais mon cœur reste vraiment tout près, toujours de la LNI. Dans le magazine Le Devoir, dans un article dans le journal, il est marqué que vous avez eu le goût de réarbitrer de l'impro après un certain temps en Belgique. Oui. Qu'est-ce qui vous a vraiment redonné le goût d'arbitrer? Une invitation, une belle invitation à laquelle je ne m'attendais pas. C'était là-bas à Bruxelles, octobre dernier. C'est la 10e Coupe du Monde. 10e Coupe du Monde d'improvisation. J'en avais fait plusieurs de ces Coupes du Monde-là à l'époque. Je ne m'attendais pas du tout. Et c'est un des piliers là-bas de l'improvisation, la Ligue nationale de Belgique. C'est un des piliers qui me donne un coup de fil, comme ça, on communique. Il me dit, ben, on aimerait t'inviter pour que tu puisses justement faire partie des matchs de la 10e Coupe du Monde. Je fais, wow, j'étais surpris, mais j'étais ravi. Puis d'autant plus ravi quand je me suis retrouvé là, et c'est là que je suis comme une renaissance d'une certaine façon. Je dis, hey, wow, c'est tellement de fun ce jeu-là, je veux y retourner. Alors, quand tu es revenu au Québec, ben, je veux dire, j'ai fait ma proposition à la LNI. Vous parlez de l'impro comme un jeu. Est-ce que vous considérez ça comme un jeu sportif ou pas tant que ça? Je le considère comme un jeu très, très sportif, en respectant justement l'idée dont je te parlais, l'idée de Robert Gravel, le créateur, qui base ce jeu-là sur le hockey. S'il l'avait basé sur le Monopoly, je pense qu'on aurait bien joué avec les cartes du Monopoly. On va pas faire autre chose, sinon, ben, changez de jeu si vous voulez pas jouer à ce jeu-là. Pour l'improvisation, la LNI, changez de jeu si vous voulez pas avoir une consonante hockey. On va continuer. C'est quoi l'improvisation ou le match d'impro qui vous a le plus marqué? Aïe, aïe, aïe. Match d'impro qui m'a le plus marqué, je n'en ai pas vraiment. Il y a des improvisations qui m'ont marqué. Par exemple, tout le monde parle, et c'était un moment exceptionnel de la fameuse improvisation New York de Robert Lepage. Il y a d'autres improvisations qui m'ont marqué, et ce ne sont pas tellement les titres comme les joueurs qui m'ont marqué. Robert Gravel, le créateur, était un joueur d'impro inné, et il sortait toujours des grands moments. Michel Rivard était un grand acteur aussi, un grand acteur d'impro, avec sa poésie bien à lui. Pas nécessairement une poésie rimée, là, mais une poésie urbaine qui nous amenait dans des atmosphères et tout ça. Mes coups de cœur joueurs sont par exemple Salomé Corbeau, Pierre-Luc Funk maintenant, mais d'une autre époque, il y a Réal Bossé, Vincent Bolduc. Ce sont ces joueurs-là, joueuses-là, qui, moi, m'ont marqué plus que les impros, si tu veux. Vous parlez de Robert Gravel pendant l'entrevue depuis un certain moment. Est-ce que vous trouvez que l'improvisation il a changé depuis le tout début? Puis si oui, qu'est-ce qui a changé?
l'improvisation a beaucoup changé parce que au début, on avançait sans trop savoir. On avançait avec le mot improvisation. C'était presque au début faire du tout et du n'importe quoi. Mais on se rendait compte que ça fonctionnait parce que les premiers joueurs choisis par Gravel étaient somme toute, bien qu'ils n'étaient pas, souvent ils n'étaient pas connus du public, mais étaient somme toute des grands joueurs, des grands comédiens. Et ensuite, l'impro a commencé à avancer parce qu'on s'est rendu compte qu'en improvisation, il faut que tu sois à la fois joueur, comédien, mais aussi auteur. Et là, on embarque dans une génération de Edith Cochrane, Vincent Bolduc et tout ça, qui, eux, ont commencé à écrire des scénarios. Alors là, ils étaient à la fois sur la patinoire des auteurs et des joueurs. Et maintenant, où est-ce qu'on en est rendu, le troisième palier, c'est qu'ils sont de bons joueurs, mais ils sont capables d'écrire tous les scénarios possibles et inimaginables, toutes les catégories possibles. Ils vont dans des dimensions incroyables. Alors, c'est dans ce sens-là que ça a évolué. Vous incarnez un personnage assez sévère puis inflexible pendant que vous arbitrez de l'impro. Est-ce que, des fois, dans la vraie vie, votre personnage ressort par rapport à votre vraie personnalité ou inversement? Non, c'est complètement séparé tout ça. Je veux dire, quand il s'agit de, on revêt le chandail d'impro, je deviens ce que je conçois, un personnage. Et un personnage qui s'appelle l'arbitre de la LNI. Il a été conçu comme ça au fil du temps parce que on s'est rendu compte, et c'est évident, et c'est encore pareil aujourd'hui, l'improvisation, c'est une grande fête. Hein? C'est un happening incroyable, tout le monde s'amuse, et on s'est rendu compte au fil du temps, à cause peut-être justement que l'arbitre qui était là, tout à coup, décerne une pénalité, il est intransigeant, si tu veux. On s'est rendu compte que c'était vraiment bon pour le spectacle, parce qu'une œuvre dramatique est toujours faite de l'amoureux, et puis du jaloux, donc du bon et du méchant. L'arbitre avec ses pénalités, c'est parce que le spectacle va pas si bien que ça. Il y a un moment de flou, il y a un moment où on est moins concentré, et c'est certain qu'à ce moment-là, je veux dire, ça crée une opposition. Et c'est pour ça que l'arbitre tout le monde simplifie en disant que l'arbitre est méchant. Mais je veux dire, c'est vraiment pas le cas. Mais c'est juste que l'arbitre, il est rigoureux. Quand j'ai vu que, par exemple, c'était un happening et tout le monde souriait, moi, je me suis dit, l'arbitre n'a pas d'affaire à sourire, parce qu'il ne fait pas partie, de façon intrinsèque, d'une impro en particulier. Alors, l'arbitre, il reste comme ça, impassible, mais ça donne, justement, une couleur, un relief, puis c'est là que le public, je pense apprécie beaucoup ce truc-là. C'est quoi qu'il y a de plus compliqué à arbitrer l'improvisation? Et c'est la concentration. Oui, c'est vraiment la concentration, saisir tous les détails, être capable de faire la part des choses, qui est le personnage principal de cette improvisation, qui sont ou qui est les personnages secondaires de cette improvisation, et faire la part des choses. Parfois, le personnage secondaire, tu vas voir l'image tout de suite, c'est celui qui saute sur la patinoire pendant une impro. Est-ce qu'il saute en personnage secondaire ou s'il devient tout à coup un personnage principal en tenant pas compte de ce qui est écrit avant, en tenant pas compte de ce qu'il joue sur la patinoire? Ça, ce sont les choses à surveiller dans le fond. Puis pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour les futurs improvisateurs ou des improvisateurs de niveau secondaire? Je pense que l'important, c'est d'en faire. L'important, c'est d'être conscient de pas juste raconter n'importe quoi, pas juste faire rire, parce que étant basé sur le hockey, et puis qu'il faut marquer des points, souvent, je veux dire, tu as un improvisateur, une improvisatrice, un joueur, une joueuse qui va juste essayer de faire rire le monde pour aller chercher le vote. Tu comprends? Et ça c'est complètement le contraire de ce qu'a voulu. Tu vois, ce qu'a voulu Gravel, quand il a créé ça, il a voulu, oui, que le public s'implique, oui, que quelqu'un gagne un match, mais je veux dire, en fait, il a semé des embûches, tu sais, parce que normalement, quand les joueurs se retrouvent sur la patinoire, il faut qu'ils soient comme ça, ensemble. Faut pas qu'il y en ait un qui tire la couverte, puis qu'il y en ait un autre qui tire, puis... tu vois? Alors le conseil, c'est ça souvent, je veux dire, quand on est à l'école, dans les collèges et tout ça, on se sent bon, puis là on veut en faire, et on n'écoute pas ce que l'autre nous propose. Alors ce serait ça le conseil.
J'ai pu aussi aller parler à 2 joueurs qui jouaient cette soirée-là. Donc, je vous montre des extraits de mon entrevue avec Pierre-Luc Funk et Salomé Corbeau. Vous avez fait une tournée en Europe avec la LNI. Oui. Est-ce que vous trouvez que le style de jeu est différent selon les pays? Puis qu'est-ce qui change? Alors oui, c'est différent. Surtout cette année, c'est la première fois que je rencontrais les Marocains. J'ai déjà rencontré beaucoup d'équipes italiennes, d'équipes belges, d'équipes françaises, d'équipes suisses, d'équipes luxembourgeoises. C'est en général eux qu'on rencontre. On a quelques référents culturels qui sont pas du tout les mêmes. Mais sinon, règle générale, l'impro, c'est de l'impro. J'imagine que, comme quand j'étais enfant, si tu vas, mettons, au Mexique, dans le resort, il y a un petit enfant qui n'est pas de la même nationalité que toi, faire un château de sable, c'est un peu la même chose. Jouer, c'est jouer. Donc, on trouve le terrain commun, mais il y a des façons de raconter différentes. Puis l'équipe du Maroc était beaucoup dans un peu le conte et légende, avec des narrations. Tu sentais une culture plus orientale chez eux. Ben, c'est pas orientale, mais en tout cas d'Afrique du Nord, à tout le moins. Puis, fait que c'était bien intéressant. Puis les différences, c'est pas, ça nous empêche pas de raconter des histoires. Ça fait juste que ça nous oblige tous à trouver un terrain d'entente commun. C'est quoi ou qui t'a fait découvrir l'impro? Moi, mes parents faisaient de l'impro quand eux, ils étaient jeunes. Comme ils avaient commencé à jouer dans un camp de jour, puis je pense qu'ils m'avaient parlé du fait qu'ils faisaient de l'impro. Puis à un moment donné, j'étais au lac Simon, là, on avait comme un camping là, avec ma famille où on allait genre en camping, puis il y avait comme une activité où des moniteurs des camps de jour faisaient un match d'impro genre le soir à 9h, comme dans le grenier d'une vieille grange un peu en train de s'effondrer. Puis j'étais allé voir ça avec mes parents, puis mon camp de jour, pour faire une histoire courte, là, mes parents étaient comme bénévoles dans un camp de jour où moi j'allais. Puis là, c'était une équipe de ce camp de jour-là qui jouait. Puis là, il manquait un joueur, puis ils m'ont demandé, genre, hey, ça tente-tu d'être juste sur le banc, là, et on le connaît, Pierre-Luc, tu sais, genre, c'est comme notre campeur, là. Puis là, j'avais juste été là pour remplir une place sur le banc, mais j'étais pas supposé jouer. Puis à un moment donné, il y avait besoin de quelqu'un pour faire un diable. Puis là, ils ont fait « Hey, Pierre-Luc, vas-y! » Puis là, je suis allé sur la scène, j'avais comme 8 ans. Puis j'ai comme mis mes doigts derrière ma tête, là, j'ai comme dit que j'étais le diable. Puis là, tout le monde est parti à rire. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là que je viens de faire? » Puis je suis comme devenu obsédé avec l'impro à partir de ce jour-là. Fait que c'est pas que j'ai vu la LNI à la TV ou que j'ai vu des matchs d'impro. Je pense que mes parents m'en avaient parlé, ils m'ont emmené voir ce match-là, j'ai capoté sur ce qu'ils faisaient. J'ai joué, puis à partir de ce moment-là, je suis tombé dans le trou de Alice au Pays des Merveilles. Là. Moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que les amis de mes parents étaient de la génération d'Yvan Ponton et jouaient à la vieille LNI. Fait que toute petite, des fois, ils faisaient des spectacles, des affaires, puis ils m'amenaient, même ils m'ont fait faire un peu d'improvisation dans toutes sortes de contextes différents. Fait que, enfant, c'était comme les amis de mes parents faisaient de l'impro. C'était comme. Puis ensuite, j'ai grandi à Paris où il n'y a pas du tout d'improvisation, ni au parascolaire, ni même des ligues. Maintenant, un peu plus, mais quand j'étais petite, il y a longtemps, il n'y en avait pas. Mais quand je suis revenue au Québec en secondaire 5, il y en avait un peu le midi à mon école. Je me suis inscrite. Puis ensuite au cégep, au collège Jean de Brébeuf. Là, j'ai commencé à en faire. Puis ce qui m'a même donné le goût de devenir comédienne, de faire plus de théâtre, de faire mes auditions, d'aller au conservatoire. Et dès ma sortie du conservatoire, j'ai intégré la LNI. C'est ma 23e saison. 23. À la LNI. Oui, c'est beaucoup de saisons. L'impro, ça a quand même un peu des bénéfices dans la vie de tous les jours. Comment ça vous a aidé dans la vie de tous les jours, l'improvisation? Alors, il y a plein de choses. Il y a la solidarité. On a besoin de toute l'équipe et même de l'adversaire pour raconter une histoire. Donc, d'apprendre que chez les autres, il y a toujours quelque chose de bon et d'utile dans les idées des autres. Ça, c'est super. L'écoute, écouter vraiment quelqu'un, réagir à ce que quelqu'un dit, la confiance en soi, la peur du ridicule. Une mauvaise impro, c'est terrible, mais personne s'en souvient, à part nous, quand on rentre le soir, oh mon Dieu, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Donc, passer par-dessus la peur du ridicule, donc la prise de parole en public, la confiance en soi, même si tu n'es pas très sportif, de mettre ton corps en action, de bouger. Oui, bien complètement. Pour mon métier au complet, tu sais, moi, j'ai pas fait d'école de théâtre, tu sais, je m'étais toujours dit que j'allais en faire si je travaillais pas. Puis c'est comme jamais arrivé, puis le fait d'être sur scène, de savoir comment jouer devant du public, d'essayer de faire des personnages, de jouer avec les limites de ce que je suis capable de faire, tu sais,
moi, je pense peut-être, là, on sait jamais, mais tu sais, les chances que je me fasse offrir un rôle de grand-mère sont très minces, là, mais en impro, je peux en jouer une. Fait que je me suis comme fait tout mon coffre à outils pour mon métier avec l'impro. Comme tout ce que j'ai appris, mes limites, ce que je suis capable de faire, ce que j'aime, mon timing comique, tout ça s'est développé avec l'impro, là, quasiment. Puis ça a créé des amitiés extraordinaires. Moi, mes 3 enfants sont issus de rencontres amoureuses dans l'improvisoire. Donc, je peux te dire que ça m'a même permis de devenir maman à l'improvisation. C'est quoi ta catégorie préférée à jouer, puis pourquoi tu l'aimes autant que ça? Moi, j'aime toutes les catégories. Mais ma préférée, c'est à la manière de. C'est-à-dire que la libre, elle est parfaite parce que la libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire une chantée avec une libre, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que ma catégorie préférée, c'est libre. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais ce que j'aime le plus, moi, en fait, c'est toutes les à la manière de films. Fait que des genres de films d'horreur, des genres de films de romance, un genre de film de Noël, j'aime beaucoup jouer avec les codes du cinéma, puis les codes du cinéma qu'on connaît pour les transposer dans une impro. Puis souvent prendre ces codes-là puis mettre une situation qui ne fit pas nécessairement avec ces codes-là. Les à la manière de, parce que j'aime beaucoup m'inspirer de gens qui ont réfléchi pendant des années sur une œuvre, puis d'aller chercher ce qu'ils ont fait et de m'en servir pour créer. J'aime bien les rimer, mais je pense que je suis le seul spécimen au Québec qui aime les rimer. Non, je pense qu'il y en a d'autres, mais moi j'aime beaucoup les rimer. Ouais, c'est ça. Puis les à la manière de. Tu préfères, tu as joué dans plusieurs séries, comme L'Appel puis tout. Est-ce que tu préfères faire de l'impro ou jouer dans une série avec un script plus fixe? C'est vraiment différent. Je pense que c'est même pas... c'est pas comparable comme un m'apporte les mêmes choses que l'autre, mais je fais les deux. Pour moi, je pense que l'impro, comment je le décris, c'est que c'est de la création pure. Puis quand tu fais de l'impro, t'es un auteur parce que c'est toi qui vas écrire ce que tu vas dire sur le moment même. T'es un acteur parce que c'est toi qui vas jouer les émotions sur scène. T'es un metteur en scène parce que c'est toi qui vas décider comment les situations sont vues par le public. Fait que c'est un peu comme tu es créativement tout quand tu fais de l'impro. Tandis que quand je fais une série ou un film, je suis uniquement acteur puis mon but c'est de bien faire le texte qui est écrit, t'sais. Fait que c'est comme deux formes d'art différentes, t'sais. J'ai l'impression que quand tu fais de l'impro, c'est comme si t'étais un mini, mettons, qui cherchait un diamant dans une grotte, puis t'en trouves un, puis il est tout sale, puis là, faut que tu le ramènes chez vous. Puis quand tu fais une série, c'est comme si t'étais un bijoutier qui travaillait la pierre pour la présenter, pour en faire un bijou, genre. C'est deux choses complètement différentes. Si tu compares ça à un musicien, c'est comme, est-ce que tu préfères jouer, mettons, du Mozart, du Beethoven, puis avec une partition qui est écrite, ou tu préfères jammer dans ton sous-sol? Il y a des musiciens qui vont faire « je déteste jammer », ça arrive. Ils sont rares, mais il y en a quelques-uns. Pour moi, c'est deux métiers différents. Je suis interprète, je suis presque une marionnette quand je suis dans une série télé. Puis en impro, ce qui est formidable, c'est que je peux jouer un enfant, je peux jouer un chien, je peux jouer la reine d'Angleterre, je peux jouer plein de trucs que je ferai jamais à la télévision. Parce qu'à la télévision, je suis une madame de 48 ans, ils peuvent pas tant... Bon, là, j'ai joué dans Les Mutants où j'avais vraiment une tête de loup-garou, là, mais c'est quand même rare, là, des émissions comme Les Mutants dans notre télévision. Fait que j'aime ça parce que ça me permet de faire complètement autre chose en improvisation que ce qu'on appelle mon casting. Je peux faire autre chose que mon casting, fait que j'aime beaucoup ça. J'ai vraiment un amour profond pour l'improvisation. Si on me demandait de choisir, je pense que je continuerais d'improviser, même si, d'un point de vue monétaire, c'est peut-être pas un bon choix. Puis pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les futurs improvisateurs, exemple les joueurs d'impro du secondaire en ce moment? Ouais, arrêtez d'avoir peur d'avoir l'air cave. C'est comme cette peur-là, souvent que les gens ont de se laisser aller, puis de faire des niaiseries, puis de passer une idée par le jugement des autres. De dire, est-ce que je fais ça? Est-ce que le monde va trouver que c'est cave? Est-ce que le monde va trouver que je suis laid? Est-ce que le monde va trouver que... Je pense qu'il faut arrêter de passer nos idées puis notre courage à travers des yeux des autres. Il faut juste se dire, OK, je le fais. Je pense que l'impro a besoin de ça. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut quand même être un peu égoïste puis se faire confiance à notre instinct et arrêter de penser à ce que les autres vont penser si tu fais quelque chose. Parce que plus tu te protèges, plus tu te mets des barrières, je pense. Curiosité.
allez lire, allez voir des spectacles, allez voir des films, lisez des articles du National Geographic sur la fonte des glaces, sur tout ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas, le sport. Ouvrez votre... Parce que quand vous allez faire de l'impro, vous allez avoir besoin de toutes sortes de connaissances. Puis votre univers et votre imaginaire va s'élargir si vous êtes curieux. Puis donc une grande culture générale. Allez, puis jouez. Arrêtez jamais de jouer. J'ai été invité à un match du Punch Club. Le Punch Club, c'est un club d'impro sans règles. Ça s'appelle la street impro. C'est de ça que je vous parlais quand je vous ai parlé des punitions. On penserait que les joueurs voudraient tous cabotiner puis faire des choses comme pas possible, mais ils se gardent quand même une gêne. C'est sûr, ils font des impros qu'ils feraient pas à la LNI, mais ça reste de la bonne impro. La Ligue a été fondée en avril 2012. Elle joue principalement au Québec et à Montréal, mais elle fait aussi des tournées à travers le Québec et l'Europe. J'ai pu poser quelques questions au directeur artistique et à un des joueurs qui jouait cette soirée-là. Je vous montre des extraits. Le Punch Club, c'est une ligue sans règles. En quoi ça consiste plus? Est-ce que c'est plus qu'une ligue sans règles ou c'est vraiment... En fait, déjà, le mot ligue s'applique pas vraiment parce que c'est pas... nous, on est un club du fait qu'il y a pas de... il y a pas de classement, il y a pas d'équipe fixe. N'importe qui peut jouer au Punch Club, c'est sur invitation. Nous, on forme des équipes de 3, on prend 6 joueurs un soir, on fait 2 équipes, puis ça se joue ce soir-là uniquement. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'autres référents. Sinon, celui des champions du Punch Club. Donc, quand nous, le premier spectacle de l'histoire du Punch Club était un match de championnat. Donc, la première équipe qui a gagné est devenue champion. Puis à partir de là, tous ceux qui affrontaient l'équipe de champions, s'ils gagnaient, devenaient champions. Donc, on a eu une équipe de champions, là, Arnaud Solier, Virginie Fortin, Louis Courchaine, qui sont restés champions pendant une dizaine d'années, qui ont perdu il y a 2 ans là, contre Pierre-Luc Funk, Louis-Philippe Desjardins et Corinne Fortin. Puis, c'est ça, je pense que on n'est pas une ligue pour ça. Puis, quand on dit pas de règles, le côté pas de règles, c'est au début, quand on a commencé à faire le show, les gens le voyaient comme une espèce d'incitation à faire des conneries, puis à se mettre tout nu, puis à s'allumer une cigarette sur la scène, puis des affaires de même. Puis les gens ont vite compris que au-delà d'une incitation à ne pas à être badass, les gens l'ont plus vu comme une forme de liberté de faire ce que tu veux, mais t'es pas obligé d'exagérer puis d'aller trop loin. Fait que ça s'est comme placé tranquillement. Le club, il a fait une tournée en Europe que j'ai vue. Ouais. Est-ce que tu vois un style de jeu différent que les joueurs qui jouent ici? Oui. Ils ont sur le jeu, ils ont un style de jeu un petit peu plus lent, un peu plus dans l'écriture, dans le jeu posé. Puis tu sais, le jeu, le match d'impro, vient du Québec, a été inventé ici. Puis il est arrivé en Europe un petit peu plus tard. Puis on dirait qu'on sent encore le petit décalage, que l'impro est rendu plus loin ici. Ici, les joueurs au Québec ont du rythme, de la vitesse, ça punch plus, c'est plus... alors que là-bas, c'est ça. Là-bas, c'est plus posé, c'est plus relax. Mais t'as des joueurs extraordinaires, des interprètes de talent hallucinants. T'sais. Puis évidemment, nous, quand on va là-bas, des fois, c'est des amateurs, des fois, c'est des pros. Fait qu'il y a quand même une bonne différence aussi entre ceux qui gagnent leur vie à faire ça et ceux qui le font amateurs et qui font juste jouer une fois par 2-3 semaines. Fait que, mais ça reste le même jeu, ça reste le même exercice, c'est du théâtre spontané, puis voilà. Mais je pense que humblement, je pense qu'au Québec, le jeu est rendu plus loin dans son expérimentation puis dans la recherche. Est-ce que la street impro, ce qu'ils appellent ça de la street impro, est-ce que ça t'aide dans la vie de tous les jours ou est-ce que ça a eu des bénéfices sur toi? La street impro, je dirais que moi, je l'englobe dans le concept des spectacles d'impro, que ce soit un match d'impro ou spectacle d'impro. Je dirais plus l'impro en général. Je crois que dans la vie, ça amène de la confiance. Et je pense que faire beaucoup d'improvisation, moi, je considère ça un peu comme le gymnase pour le muscle de la création. Fait que faire beaucoup d'impro, l'impro, c'est de l'écriture spontanée, c'est du laisser-aller, on s'exprime de façon inconsciente, je crois. Donc, ouais, je pense que
la confiance, la créativité, l'expression de soi. Je pense que c'est ça que ça amène l'impro. Est-ce que tu préfères jouer dans une ligue de street impro ou dans une ligue mettons, la NNI, la LNI? Ben, je crois que tous les spectacles sont différents. C'est sûr que le Punch Club, pour moi, personnellement, je pense que c'est une question de goût, va être plus attrayant, peut-être à cause de la formule. Il y a beaucoup de comparés, donc on peut faire beaucoup d'impro en équipe. Donc, c'est beaucoup d'histoires qu'on peut créer. Moi, j'aime ça. Fait que c'est sûr, peut-être au niveau de la formule, pour moi, elle est plus attrayante. Ouais. Mais j'aime toutes les formes. Fait que là, ouais. Mais tu as dit qu'il y avait une différence par rapport au nombre de comparés entre la street impro et la LNI, mais est-ce qu'il y a d'autres différences que celle-là? Ben ouais, je crois que ce qui est le fun du concept du Punch Club, c'est qu'il n'y a pas de ligue. Donc, je pense dans l'idée première, je pense des fondateurs, je pense que on peut jouer un peu avec tout le monde. Fait que dans mon équipe, souvent c'est des trios, ben je peux avoir un joueur de Québec, un joueur de Montréal, puis tu sais comme donc les équipes, tu sais, se renouvellent toujours. J'ai des trios avec qui j'ai joué plus souvent, mais se renouvellent toujours. Fait que je pense qu'on peut jouer avec plus de monde différent, des gens qui sont pas dans notre ligue. Parce qu'il y a des ligues, il va y avoir 4 équipes, puis ça va être ces équipes-là pour la saison. Puis je crois qu'en tant que joueur d'impro, plus tu joues avec des joueurs différents, plus tu rencontres des univers différents, plus je pense que tu te renouvelles ou t'améliores en rencontrant des nouvelles personnes. Ouais. T'as passé dans LOL qui rigole dernier, Ouais. la première saison, Ouais. c'est ça. Est-ce que l'impro, ça t'a aidé pour LOL, exemple, réussir à pas décrocher à certaines blagues ou faire des blagues plus C'est fortes? sûr que l'impro conventionnelle, quand tu ris, c'est comme un décrochage de ton personnage, donc c'est une pénalité. Fait que c'est sûr qu'on avait cette habitude-là, les joueurs d'impro qui participaient à l'émission, mais depuis qu'on est jeune, on est habitué de pas rire quand on performe, sinon c'est une sanction. Puis c'est sûr que notre but c'était de faire rire. Fait que j'avais beaucoup de blagues préparées, mais quand tu arrives avec une blague préparée devant un humoriste qui a peut-être encore plus d'expérience que toi, des fois, il peut dire ton punch avant toi. Fait que l'impro permettait de surprendre. En gros, l'improvisation, ça apporte plein de bénéfices dans la vie. Puis il n'y a pas juste les joueurs qui comptent, il y a aussi l'arbitre. Si jamais vous voulez aller voir un match du Punch Club, allez voir leur site pour vérifier leur horaire. Puis si jamais vous voulez aller voir un match de la LNI, la saison de la Coupe Charade, en ce moment, elle est finie. Mais pour la prochaine saison, je vous conseille d'aller acheter vos billets très vite parce qu'ils partent vite. Je voulais juste prendre la fin de mon documentaire pour remercier tout le monde qui m'ont aidé à réussir ce projet-là. Que ce soit mon mentor Jérémy Perrault, mes parents, Dominique Lapointe et les personnes interviewées, jusqu'à leur agence, merci du fond du cœur.